Hop hop hop, 2 minutes avant de commencer la vidéo, si tu veux encore plus de contenu XioNixS, n'hésite pas à aller jeter un œil à notre nouveau livre Petit manuel de maléfices pour sorciers débutants, dans lequel je t'apprends à lancer plein de maléfices depuis chez toi pour enfin devenir un vrai sorcier sans avoir besoin d'aller à Poudlard, et ça c'est cool. Et si ça te plaît, il y a aussi 2 autres livres dans la collection qui sont tous les 2 déjà en librairie, et si t'as la flemme de bouger de chez toi, bah je te mets même des liens dans la description pour les commander, c'est pas beau ça? Sur ce, je te souhaite un bon visionnage, c'est parti pour la nouvelle vidéo. Vous savez, quand je fais mes recherches pour vous parler de théories sur l'univers d'Harry Potter, je tombe aussi sur tout un tas de théories dont je vous parle pas forcément. La plupart du temps parce qu'elles sont trop courtes pour en faire une vidéo à part entière, et des fois aussi parce qu'elles sont complètement pourries. Donc celle-là je vous en parle pas, bien évidemment. Sauf dans cette vidéo, c'est arrivé une fois, celle-là là, où on avait fait le top 7 des pires théories sur Harry Potter. Mais aujourd'hui pour le coup c'est pas sur ça qu'on va se pencher, parce que cette fois-ci, dans cette vidéo là que vous êtes en train de regarder, les théories sont vachement bien. Alors maintenant que j'ai ça, maintenant que j'ai plein de petites théories qui sont sympas mais qui sont pas assez grandes pour en faire une vidéo à chaque fois, et ben je vais les coller comme ça tout ensemble pour en faire une seule grosse vidéo avec 4 théories super chouettes. Un genre de compilation si on veut. Un best-of. Un pot pourri. Un mash-up de théories. Une sorte de vidéo poubelle en un sens, qui pue et qui est bonne à acheter. Ouais, non, je crois que t'as pas très bien compris où je voulais en venir, papy. Un assemblage difforme et qui ressemble à rien, de trucs tous plus nuls les uns que les autres. Oui, bon ça va, on a compris. Ah pardon, mais je t'écoutais plus, moi, j'étais parti dans mon truc. Oui, bah fais gaffe, en plus c'est même pas vrai. Elles sont vraiment bien les 4 théories dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors bien évidemment, j'ai essayé de varier un petit peu les sujets pour que tout le monde puisse s'y retrouver un petit peu, pour qu'il y en ait, j'aime à dire, pour tous les goûts, hein. Et vous allez voir qu'à mon avis, ces théories, vous les connaissez pas forcément, et je compte sur vous pour me dire à la fin de la vidéo laquelle vous préférez. Faudrait quand même pas que je vais vous laisser partir comme ça, là. Et sur ces bonnes paroles, on va commencer tout de suite avec la première, parce que si vous êtes prêts, eh bien moi aussi, alors on y va, c'est parti, let's go. Oh la vache, ça faisait super longtemps que j'avais pas dit ça, dis donc. Théorie numéro 1, Neville Londubat, maître de la baguette de Suro. Quoi? Mais attends, mais moi je croyais que c'était Harry le maître de la baguette de Suro, et que c'est pour ça que Voldemort avait pas pu l'utiliser contre lui, c'est pas ça? Alors, en fait, oui et non. Et attends, mais en plus tu dis n'importe quoi, non mais tu débloques complètement. C'est obligé que ce soit Harry le maître de la baguette de Suro, puisqu'il a été capable de l'utiliser pour réparer sa propre baguette. Et ça, on peut pas le faire si on n'est pas le maître de la baguette. C'est vrai, mais disons qu'en réalité, Neville et Harry seraient tous les deux en même temps les maîtres de la baguette de Suro à la fin de l'histoire. Ah bon, c'est possible ça? Oui, et je vais t'expliquer. Et premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que pense Harry du cheminement de la baguette de Suro concernant son allégeance ne peut pas être vrai. Parce que vous savez, quand Harry, à la fin de l'histoire, se refait un petit peu tout le film, quand il comprend que c'est lui le maître de la baguette de Suro, il se dit « Ah oui, mais c'est parce que j'avais désarmé Drago et que Drago avait désarmé Dumbledore, et bim bam boum, magie du spectacle, c'est comme ça que je suis devenu le maître de la baguette de Suro. » Alors oui, Harry, très pertinent, sauf qu'en fait, non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Déjà parce que quand Harry dit qu'il a désarmé, entre grosses guillemets, Drago, excusez-moi, mais il a surtout en fait arraché la baguette de Drago des mains sans utiliser la magie. Donc bon, est-ce qu'on peut vraiment dire que ça compte comme un désarmement ? Pas sûr. En tout cas pour moi, ça s'appelle pas désarmer ça. Mais en plus de ça, quand il a désarmé Drago, la baguette de Suro était pas là du tout, puisqu'à ce moment-là, c'est toujours Dumbledore qui l'a enfermé dans sa tombe. Et alors, je veux bien que la baguette de Suro, elle soit super balèze, que ce soit la baguette la plus puissante du monde et tout ce que vous voulez, mais de là à dire qu'elle est omnisciente et qu'elle sait exactement que Harry a désarmé Drago avec une baguette qui n'est pas du tout elle, sans utiliser la magie, et ce, à des centaines de kilomètres, bon non, je suis désolé, mais non, ça peut pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. Je vous le dis, je n'y crois pas une seule seconde. Sachant qu'en plus de toute façon, on s'en fout. Parce que Drago non plus n'a jamais été le maître de la baguette de Suro. Ah ouais, carrément, ouais. Mon vieux, j'espère que tu les as sacrément bien accrochés, tes roubignoles, parce que là, t'es en train de remettre en question, toute l'histoire, en fait. Oui, je sais, mais c'est même pas grâce à ça qu'il a réussi à vaincre Voldemort, d'ailleurs. Parce que dans tous les cas, que Harry soit maître de la baguette de Suro ou pas, Voldemort ne pouvait pas le tuer. Parce qu'il est revenu à la vie en utilisant le sang de Harry, quand il a fait son rituel à la fin de la coupe de feu, là. Or, il se trouve que tant que Harry est en présence de quelqu'un qui a le sang de Lily Potter, Harry est protégé. Et Voldemort ne peut pas s'en prendre à lui. C'est le sortilège de protection sacrificielle lancé par Lily au moment de sa mort, et c'est pour ça que Harry a vécu chez sa tante toutes ces années. C'est parce que la présence de Pétunia Dursley le protégeait, étant donné que c'est la sœur de sa mère. Donc peu importe à qui est la baguette de Suro, ça n'a aucune importance. À ce stade, Voldemort ne peut juste
pas tuer Harry, parce que sa propre présence, vu qu'il a le sang de Lily qui coule dans ses veines, protège Harry. Voldemort protège Harry de lui-même en fait. Mais bref, revenons à nos beaux trucs parce qu'on a un petit peu digressé là. En réalité, si Drago ne peut pas être le maître de la baguette de Suro, c'est parce qu'il n'a pas réellement désarmé Dumbledore. Dumbledore s'est laissé désarmer par lui, mais il n'a jamais été vaincu par Drago en combat. C'est Rogue, lui, par contre, qui a tué Dumbledore. Donc, si on respecte vraiment les règles de soumission de la baguette de Suro, normalement, c'est bien Rogue qui est devenu le maître de la baguette de Suro. C'est beaucoup plus logique et ça se tient carrément mieux. Ce qui veut dire que Voldemort, eh bien, avait raison quand il pensait qu'il fallait tuer Rogue pour devenir lui-même le maître de la baguette. Parce que c'est pour ça qu'il tue Rogue, c'est parce qu'il veut devenir maître de la baguette de Suro et qu'il dit que c'est Rogue le maître de la baguette parce que c'est lui qui a tué Dumbledore. Et ben tout ça c'était vrai en fait, il avait raison depuis le début, Voldemort. La baguette appartenait vraiment à Severus Rogue. Et par conséquent, quand il a tué Rogue en lâchant Nagini sur lui, eh ben il a bien fait, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Attends, mais oui, mais du coup c'est Voldemort le maître de la baguette de Suro, non? Puisque Voldemort a placé une part de son âme à l'intérieur de Nagini. Excuse-moi, mais je ne comprends vraiment pas ce que Neville vient faire dans toute cette histoire. Et justement, c'est là que ça devient super cool et que la théorie prend vraiment tout son intérêt, parce que c'est là que la baguette de Suro va devenir la baguette de deux personnes en même temps. Étant donné que dans Nagini, oui, il y a un morceau de l'âme de Voldemort, donc Voldemort est devenu le maître de la baguette. Mais il y a aussi l'âme de Nagini, qui n'est pas un serpent comme les autres. C'est une Maledictus, une humaine enfermée dans un corps de serpent, comme on nous l'a révélé dans les Animaux Fantastiques. Donc à partir de là, comme à l'intérieur de Nagini, il y a deux âmes qui cohabitent, au moment où Nagini tue l'ancien maître de la baguette de Suro, eh bien l'allégeance de la baguette se transmet à Nagini et à Voldemort. Et là, je pense que vous avez compris un petit peu où je voulais en venir. D'un côté, on a Harry qui n'était pas encore le maître de la baguette de Suro qui a vaincu Voldemort, grâce au sacrifice de sa mère qui continue de le protéger parce que Voldemort a utilisé le sang de Harry, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc boum, Harry devient un des deux maîtres de la baguette de Suro parce qu'il a piqué son allégeance à Voldemort en le vainquant. Mais de l'autre côté, qui est-ce qui a tué Nagini et qui est donc devenu de ce fait le deuxième maître de la baguette de Suro? Neville fucking Londubat. Oh yeah! Et c'est pour ça que Neville est techniquement, lui aussi, le maître de la baguette de Suro, en plus de Harry. Et c'est vraiment extrêmement cool, parce que ça veut dire que les deux élus de la prophétie sont aussi les deux maîtres de la baguette de Suro. Ah, d'accord. Mais dis donc, tu commences fort aujourd'hui, t'es en forme, toi? Ouais, je sais, elle est super cool, cette théorie. Et tu vas voir que vous êtes très très loin d'avoir tout vu, parce que maintenant... Théorie numéro 2, le message caché dans les fleurs. Ok les amis, là on arrive sur une théorie qui est une théorie dont je voulais vous parler depuis extrêmement longtemps. Une théorie à propos d'une question à laquelle vous avez d'ailleurs peut-être déjà la réponse, contrairement à Harry à ce moment-là de l'histoire. Une théorie à propos du tout premier cours de potions de Harry. Souvenez-vous, lorsque Harry découvre la classe du professeur Rogue, ce dernier lui pose quelques questions pour vérifier son niveau. Pour l'humilier devant tout le monde? Non, pour vérifier son niveau. Son niveau de tolérance à l'humiliation en public. Et donc il lui demande s'il connaît la différence entre le Napel et le Tulu, il lui demande où est-ce qu'il devrait aller si on lui demandait d'aller chercher un Bézoar, mais surtout, il lui demande ce qu'on obtient quand on mélange de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise. La réponse étant qu'on obtient un très puissant somnifère qu'on appelle aussi la goutte du mort-vivant. Mais et si je vous disais que derrière cette question, Rogue révèle en réalité ses véritables intentions à travers un message codé, qu'il se confiait d'une certaine manière sur ses véritables sentiments. Ah bah va falloir nous aider là, parce que c'est loin d'être clair. Bah oui, c'est normal, c'est un message codé, papy. La goutte du mort-vivant. Il a envie de pisser. Non. Eh ben, du coup, je vois pas. En gros, pour faire simple et pour comprendre, il faut qu'on s'intéresse au langage des fleurs. Parce que le langage des fleurs, c'est quelque chose qui servait effectivement à transmettre des messages pendant l'époque victorienne, à confier des secrets intimes, et presque toutes les fleurs ont un sens bien précis, comme par exemple l'asphodèle ou l'armoise. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Tout d'abord, l'asphodèle, c'est une sorte de lys, et ça veut dire, dans le langage des fleurs, dont on se souvient au-delà de la tombe. Ça représente le deuil d'une certaine manière, le souvenir d'une personne qui n'est plus, tandis que l'armoise, ou l'absinthe, est une plante qui est souvent associée au regret. Un regret que l'on souhaite exprimer à travers le langage des fleurs. En d'autres termes, Rogue est en train de demander à Harry qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on mélange du regret au souvenir d'un être cher. Est-ce que vous le voyez maintenant, le message secret ou pas? Il est littéralement, avec le langage des fleurs, en train de révéler à Harry qu'il aimait sa mère et qu'il regrette qu'elle ne soit plus là,
ça, en grande partie parce qu'il sait très bien que c'est de sa faute à lui. Et même jusque dans le nom des personnages, il y a un sens caché avec les fleurs, puisque la lily, c'est une plante magnifique qui est réputée pour être facile à cultiver pourvu qu'on la plante dans un endroit adéquat. Et dites-moi, qui est-ce que Lily a-t-elle épousé? James Potter, le potier en anglais, et les plantes, il se trouve que ça pousse très bien dans les pots. Et attendez, c'est pas fini, dites-moi, à cause de qui déjà Lily est-elle morte? À cause de Severus Snape. Et Snape en anglais, ou to snap, c'est un verbe qui veut dire séparer, rompre, briser, casser. Ce que Rogue fera à de nombreuses reprises au final, parce qu'il a cassé son amitié avec Lily quand il l'a traité de sandbourbe. Il a aussi séparé les deux sœurs qui étaient Lily et Pétunia, en disant à Lily qu'elle était spéciale alors que Pétunia, bon bah c'est une grosse merde. Et il a séparé également Lily et James quand ils sont morts à cause de lui. D'ailleurs, même Pétunia, ça veut dire quelque chose dans le langage des fleurs, puisqu'en général, on utilise le Pétunia pour exprimer du ressentiment ou de la colère. Et franchement, bah ça correspond parfaitement à cette chère Madame Dursley, qui est folle de jalousie, folle de ressentiment envers sa sœur, parce que Lily est une sorcière, alors que elle, c'est une moldue. Et on pourrait creuser comme ça pendant encore très longtemps, qu'on continuerait sûrement de découvrir encore plein d'autres trucs. C'est clairement une théorie que j'adore, et je suis très content d'avoir enfin pu vous en parler un petit peu. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez, et pendant ce temps-là, moi, j'attaque la suivante. Théorie numéro 3, la véritable identité de Buck. La véritable identité de Buck. Eh oui, papy. Le pigeon, là? C'est un hippogriffe, mais oui, c'est bien de lui qu'on parle, oui. Eh ben, ça va pas mieux, toi, on dirait. Alors vas-y, nous t'écoutons. Ce serait quoi la véritable identité de Buck, selon toi? Alors, accrochez-vous bien, parce que d'après la théorie, Buck serait en réalité Norbert Dragono. Quoi? Mais si, tu vas voir, c'est super logique. Je sais pas si vous l'aurez remarqué, parce que c'est vraiment assez discret, mais dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, au moment où Fred et George donnent la carte du maraudeur à Harry, on peut apercevoir le nom Newt Scamander apparaître sur la carte, le nom anglais de Norbert Dragono, ce qui veut dire que Norbert Dragono est à Poudlard en ce moment. Et tu t'es pas dit que ça pouvait juste être peut-être, je sais pas moi, un clin d'œil? Si, mais n'empêche qu'en attendant, s'il apparaît sur la carte, clin d'œil ou pas clin d'œil, diégétiquement, ça veut dire qu'il est là. Norbert est à Poudlard à ce moment-là de l'histoire. Sauf que du coup, ça pose quelques tout petits problèmes. Le premier étant qu'absolument personne n'a l'air de l'avoir remarqué, pas même Hagrid, qui est pourtant un ultra fan des travaux de Norbert. Pardon, hein, mais je pense que si Norbert avait été vu à Poudlard, ne serait-ce que par Hagrid, à mon avis, on en aurait quand même un petit peu entendu parler. Mais là, rien. Silence radio, visiblement personne ne dit quoi que ce soit à propos de Norbert Dragono qui se baladerait dans Poudlard. Alors comment ça se fait? Eh bah peut-être que l'explication c'est qu'il n'est tout simplement pas reconnaissable, parce qu'il se promène dans l'école, mais pas sous sa véritable forme. Donc pas sous sa forme humaine, puisque d'après la théorie, Norbert Dragono serait en réalité un animagus, qui se transforme en un hippogriffe que tout le monde connaît sous le nom de Buck. Mais non, c'est juste un clin d'œil, il est pas vraiment là. Même dans le bouquin, on nous parle jamais de ça. C'est juste dans les films. Oui, c'est vrai, mais sauf que ça, c'est juste le point de départ de la théorie, le petit élément qui va nous mettre la puce à l'oreille, et qui va faire qu'on va juste commencer par se poser la question, est-ce que Buck ne serait pas finalement Norbert Dragono sous sa forme d'animagus? Et maintenant qu'on a planté la graine, voyons un petit peu si elle pousse. Voyons un petit peu si ça peut se tenir, et voyons un petit peu si ça a du sens. Et il se trouve que si on prend le temps de l'analyser un petit peu cette théorie, si on prend le temps de réfléchir dessus, et bah c'est loin d'être si bête que ça. Et dans un premier temps déjà, on va voir si ça colle un petit peu au niveau des dates. Alors, l'histoire du prisonnier d'Azkaban, ça se passe durant l'année scolaire 1993-1994. Or, on sait aussi que Norbert est censé avoir pris sa retraite en 1990. Donc déjà, oui, ne serait-ce qu'au niveau des dates, ça se tient. C'est totalement possible que pendant sa retraite, il ait décidé d'aller à Poudlard sous une forme différente. Parce qu'il a pris sa retraite, mais on sait pas très bien ce qu'il a fait pendant sa retraite. Mais en plus de ça, vous connaissez Norbert. C'est un sorcier très particulier, qui n'a d'yeux que pour les animaux. Et c'est quelqu'un qui apprécie 100 fois plus la compagnie des animaux que celle des êtres humains. Et par conséquent, ce serait vraiment pas si étonnant que ça de sa part qu'il ait voulu passer ses dernières années de vie à vivre la vie d'un animal, à vivre parmi les animaux, là où il se sent le mieux, et pourquoi pas au point d'aller jusqu'à en devenir un lui-même, pour en être le plus proche possible, pour vivre l'expérience de ce que c'est un animal, pour réellement s'intégrer dans un groupe d'hippogriffes. Et le meilleur moyen pour devenir un animal, quand on est un sorcier, c'est de devenir un animagus, et franchement, je pense que s'il y a bien
un sorcier dans le monde entier où il y a vraiment aucune chance qu'il ait pas tout fait pour devenir un animagus, s'il y a bien un sorcier qui aurait voulu à tout prix en devenir un, bon bah je pense que c'est Norbert, non? Mais non, mais c'est débile, c'est impossible, je te dis. Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas devenir une créature fantastique quand on est un animagus. C'est forcément un animal. Oui, sauf que là, pareil, s'il y a bien un sorcier qui est suffisamment bon en magie zoologie pour être capable de repousser cette limite de pas les créatures fantastiques, juste les animaux, encore une fois, je pense que c'est bien Norbert. Et alors je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites que oui, mais on ne choisit pas ce qu'on devient comme animal quand on se transforme en animagus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en général, ça a tendance à prendre la même forme que le Patronus, mais là, ça nous aide pas vraiment parce que, on connaît pas le Patronus de Norbert. Mais, ce qu'on connaît très bien en revanche, c'est son caractère. Et on sait que le Patronus choisit sa forme en fonction du caractère du sorcier qui le produit. Analyser un petit peu le caractère de Norbert nous permettra peut-être de savoir, eh bien, quel est son Patronus et du coup, quel est l'animal en lequel il se transformerait s'il était un animagus. Norbert, c'est une personne qui est très timide, introvertie et qui a un immense respect envers les créatures fantastiques. On le voit au cours de ses aventures, hein, c'est lui qui se plie aux codes et aux comportements des animaux qu'il rencontre. C'est lui qui s'adapte pour ne pas les offenser. C'est un sorcier qui n'accepte pas le manque de respect envers les animaux, et même s'il est très introverti, on a aussi vu qu'il était parfaitement capable de se mettre en colère quand on s'en prend à ses petits protégés. Et quel animal est mieux placé pour représenter ce caractère qu'un hippogriffe? Un animal devant lequel il faut s'incliner pour qu'il se laisse approcher, farouche avec ceux en qui il n'a pas confiance et qui n'aime pas trop le contact physique, qui est lui-même introverti quelque part. Sans blague, papy, tu trouves pas que Norbert et les hippogriffes, ils ont exactement le même caractère? C'est giga cohérent. Peut-être, sauf que jusqu'à présent, ça ne prouve rien du tout. Je suis désolé, mon grand, mais si t'as pas mieux à nous montrer, tu ne convaincras absolument personne. Ah bah tiens, c'est curieux que tu dises ça, parce que moi justement, j'allais te dire que si Buck est en réalité Norbert sous sa forme d'animagus, ça expliquerait pourquoi Dumbledore trouve ça si important de sauver la vie de Buck au point de demander à Harry d'utiliser le retourneur de temps, ce qui est parfaitement illégal et extrêmement dangereux. Ça expliquerait pourquoi Buck a un comportement aussi humain, pourquoi il comprend les enjeux politiques de ce qui se trame autour de lui. Parce qu'il a quand même accepté d'emmener Harry et Hermione, libérer Sirius Black, il a accepté de l'emmener loin de Poudlard sans même le connaître, comme si le simple fait que Harry lui demande suffisait. Il a accepté de cacher Sirius Black et a compris qu'il devait lui aussi rester discret pour ne pas révéler leur position. Buck a une intelligence humaine, il ne se comporte pas du tout comme un animal. Encore une fois, il comprend les enjeux politiques de ce qui se passe devant lui. Il sait qu'il faut qu'il se cache du ministère de la magie. Et s'il accepte d'aider Sirius Black aussi naturellement, c'est parce qu'il n'y a rien de plus normal finalement pour un animagus qui lui-même a été injustement exclu de Poudlard, parce que c'est ce qui est arrivé à Norbert, il a été injustement exclu de Poudlard quand il a fait sa scolarité là-bas. Quoi de plus normal que d'aider un autre animagus qui a été injustement condamné à mort pour un crime qu'il n'a pas commis? Ça explique même le lien si particulier qu'il entretient avec Hagrid, qui a subi exactement la même chose, parce que Hagrid aussi a été injustement exclu de Poudlard. Et ça rend la relation entre Buck et Hagrid encore plus belle et encore plus riche de sens. D'accord, c'est bon, j'ai compris, t'as raison, elle est très bien cette théorie. Eh bah oui, je t'avais bien dit qu'elle était sympa. Et maintenant on passe à la dernière théorie. Et à mon avis celle-là, vous l'avez pas vu venir. Théorie numéro 4, la tentative de meurtre de Neville. Attends quoi? Neville a essayé de tuer quelqu'un? Mais c'est pas du tout comme ça que j'imaginais Neville. Mais non papy, c'est pas ça, c'est Neville qui a failli se faire tuer. Ah bon, ça va, ça me rassure alors. Bah oui, quand même. Attends, comment ça te rassure? Mais non, mais ça me rassure que ce soit pas lui l'assassin, enfin, sois pas idiot. Mais sinon, Neville, bah oui, c'est pas un scoop. Il y a plein de gens qui ont essayé de le tuer. C'est vrai, parce qu'en effet, étant donné que Neville est un membre très actif dans la lutte contre Voldemort, et qu'il fait même partie de l'armée de Dumbledore, je vous apprendrai pas grand chose en vous disant qu'il a quand même frôlé la mort 2 ou 3 fois. Mais et si je vous disais que la première fois que c'est arrivé, c'était pendant sa toute première année à Poudlard, dès son arrivée? Ah là, je pense que je commence à titiller un petit peu votre curiosité. Parce que d'après cette théorie, celui qui a essayé de tuer Neville quand il est arrivé à Poudlard, mais quasi dès le début, ne serait nul autre que le professeur Quirrell. C'est lui qui aurait tenté d'assassiner Neville Londubat quand il n'avait alors que 11 ans. De quoi? Mais d'où tu sors ça? Eh bah bougez pas, je vous explique. Et tout commence au premier cours de vol de Harry dans Harry Potter à l'école des sorciers. Je pense que vous vous souvenez tous de comment ça se passe, Madame Bibine débarque dans la cour du château, elle donne 2 ou 3 consignes, un coup de sifflet et hop, Neville d'un coup décolle, ne parvient pas à maîtriser son balai, il se casse la gueule et le poignet par la même occasion. Mais non, mais c'est un accident, ça, c'est parce que Neville, il est super nul. Oui, peut-être, mais
peut-être pas. Parce que non, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Neville est loin d'être si nul que ça en magie. Bon, il est clairement pas très brillant, hein, en tout cas au début c'est ce qu'on pourrait croire, mais ça c'est uniquement parce qu'il n'a pas sa propre baguette magique. Et oui, parce que dans les premiers tomes de Harry Potter, Neville a hérité de la baguette de son père. Il n'a donc pas été choisi par sa baguette, il n'a pas sa propre baguette à lui. Et c'est pour ça qu'il n'y arrive pas. C'est pas parce qu'il est nul, c'est parce qu'il ne manie pas une baguette qui lui correspond. La baguette choisit son sorcier et elle n'a pas choisi Neville. Et plus tard, quand il aura sa propre baguette à lui, une baguette qu'il a choisie, comme par hasard, il devient tout de suite bien meilleur en magie jusqu'à être capable de faire apparaître un Patronus, ce qui est loin d'être une mince affaire, hein, même pour un sorcier adulte. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'un peu plus tard, dans le premier livre, quand aura lieu le premier match de Quidditch entre Gryffondor et Serpentard, Harry subira exactement le même problème que Neville avec son balai. Il va en perdre le contrôle, va manquer de se tuer en tombant, sauf que contrairement à ce qu'on sait sur Neville, ce dont on est sûr à 200%, c'est que Harry est extrêmement habile avec son balai. Et on finira par apprendre que c'est en réalité le professeur Quirrell, sous les ordres de Voldemort, qui a ensorcelé le balai de Harry pour tenter de le tuer pendant le match. Alors je vous pose la question, est-ce que ce serait pas finalement le professeur Quirrell qui aurait pas enchanté le balai de Neville pour essayer de le tuer, exactement de la même manière? Mais non, mais pourquoi est-ce qu'il aurait essayé de le tuer? Il n'avait aucune raison de faire ça. Eh bah justement, bien sûr que si. Il avait une bonne raison d'essayer de s'en prendre à Neville. Parce que si vous êtes extrêmement attentif, vous savez que Neville est le deuxième élu de la prophétie. Vous savez que Neville correspond exactement à la description de celui qui est censé vaincre le Seigneur des Ténèbres une bonne fois pour toutes. Et donc si Voldemort veut revenir et ne pas se faire dézinguer, tout simplement, il doit certes d'un côté s'occuper de Harry, parce que Harry c'est l'élu de la prophétie, mais il doit aussi s'occuper de Neville. Ce qui fait que si Voldemort avait tout intérêt à faire en sorte que Neville disparaisse, et tant qu'à faire, bah autant le faire quand il est encore sans défense. Et comme il a failli y passer exactement dans les mêmes circonstances que Harry pendant son match de Quidditch, comme c'était exactement le même modus operandi, et bah clairement c'est une théorie qui a énormément de sens. D'autant plus que on voit très bien que le problème n'est pas habituel, étant donné que Madame Bibine ne sait pas du tout comment réagir. C'est bien que ce qui arrive à Neville, à voir son balai qui s'emballe et qui fait n'importe quoi, c'est pas du tout censé arriver normalement. Enfin, vous allez quand même pas me dire que Neville est le premier élève pas très doué que à Madame Bibine. Alors comment ça se fait que ça l'étonne autant? Comment ça se fait qu'elle ne sache pas comment réagir? C'est bien que normalement, ce genre de choses, ça n'arrive pas. Oui bon d'accord, ça à la limite je veux bien. Mais comment tu expliques que Quirrell il a échoué 2 fois dans ce cas? Avec exactement le même modus operandi, comme tu dis. Si c'est le cas, il est vraiment super nul. Eh ben déjà, oui, c'est possible que Quirrell soit en effet super nul, mais la vraie raison, c'est tout simplement que Neville a eu de la chance, parce qu'il a glissé de son balai alors qu'il était encore assez bas finalement, ce qui fait qu'il s'en sort avec juste un poignet cassé. Et si on ajoute à ça en plus le passage du livre qui parle de ce moment, bah alors là, Neville s'éleva dans les airs comme un bouchon de champagne. Il était déjà à 3 mètres, il monta jusqu'à 6 mètres. Harry vit son visage se décomposer tandis qu'il regardait le sol s'éloigner. Il eut un haut-le-corps, glissa du balai, bam! Il eut un bruit sourd, puis un horrible craquement, et Neville se retourna face contre terre, le nez dans le gazon. Et là on arrive à la partie qui est la plus intéressante. Son balai continua de s'élever de plus en plus haut, puis dériva lentement vers la forêt interdite avant de disparaître à l'horizon. Et alors je veux bien que les balais aient plus ou moins leur propre volonté, que ce soit un petit peu comme les baguettes, qui soient plus ou moins vivant quelque part, mais quand même. Déjà, même quand Neville n'est plus dessus, bah le balai continue de monter, donc c'est bien la preuve que c'est pas de sa faute. Mais surtout, ça veut dire que s'il avait pas glissé de son balai si tôt, bah il serait tombé d'encore plus haut. Et là, pour le coup, peut-être bien qu'il serait mort. Là, ça aurait pu le tuer. Mais en plus de ça, s'il était pas tombé du tout, le balai l'aurait emmené dans la forêt interdite. Où là, bon, entre les loups-garous, les centaures, les araignées géantes et tout ce que vous voulez, et aussi accessoirement avec Voldemort qui s'y cache régulièrement dans ce début d'histoire, bon voilà, je pense que Neville, il avait aucune chance de s'en sortir, hein, clairement. Et vous allez quand même pas me dire que tout ça n'est pas hyper louche. Surtout, encore une fois, que Neville n'était plus sur son balai. Et pourtant, le balai a quand même continué de faire son mouvement. Le balai a donc probablement été enchanté par un autre sorcier qui observait la scène de loin,
exactement comme ce qui est arrivé à Harry pendant son match de Quidditch, un sorcier qui voulait se débarrasser de Neville. Et quand on sait que enchanter un balai, ça demande un niveau en magie qui n'est clairement pas à la portée d'un élève de Poudlard, que seul un sorcier adulte aurait pu le faire, ça ne pouvait absolument pas être un sale coup joué par exemple, Drago Malfoy. Ça veut dire qu'il y a donc un adulte, un professeur qui a essayé de s'en prendre à Neville, un professeur qui ne peut être nul autre que le professeur Quirrell sous les ordres de Voldemort. Et avec celle-là, ça fait 4 théories que vous n'avez jamais entendues sur Harry Potter. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors quelle est votre théorie préférée? Dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me dire si vous en croyez aucune. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton qui s'affiche au milieu de votre écran pour vous abonner et être tenu informé quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous en mets également 2 autres juste ici que vous pouvez aller checker pour aller continuer l'expérience, cette expérience magnifique d'être sur la chaîne XionXS pour voir des vidéos sur Harry Potter qui sont toutes plus quali les unes que les autres. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, vous le savez, moi je vous fais tout plein de gros bisous, c'était XionXS, à la prochaine et ciao.